Ok, bonjour à tous, on se retrouve pour la 15e édition d'Epoch Talk, cette fois-ci pas d'édition spéciale, on se regarde pour l'édition 20, qui sera du coup dans 5 semaines, ce sera peut-être notre dernière édition avec Laurent, parce qu'on s'approche de la fin, on s'approche de la retraite avec POC. Bref, nous sommes le jeudi 28 mai, nous sommes heureux d'être devant vous comme tous les jeudis. Aujourd'hui, voilà, petite édition. Parce que pas beaucoup de sujets, parce qu'on se rapproche de l'été, il y a un peu moins de monde, etc. C'est un peu, voilà, il y a un peu moins d'activité, mais il y aura quand même quelque chose d'assez sympa à parler. Donc voilà, je vais commencer. Moi, je vais parler un peu d'un scandale qu'il y a eu autour de Riot et de Vanguard, qu'il y a eu assez récemment et qui a fait pas mal parler de lui si vous avez ouvert Twitter à ce moment-là. Ensuite, je vais parler d'une compétition de hacking biologique. Bon, c'est pas forcément hyper en lien avec l'IA, crypto, etc. Mais c'est quand même un sujet qui est très intéressant et dont ça me tenait à cœur de parler. Donc, c'est un peu une édition spéciale, si vous voulez. Du coup, ce sera autour de Laurent. Et oui, et moi aujourd'hui je vais vous présenter un article qui parle de la disparition de l'humain sur Internet. En réalité c'est un peu misleading parce que l'humain ne va pas disparaître mais il va juste être noyé entre plein de posts faits par IA. Et ensuite je vais vous parler de qu'est-ce qu'on fait quand la manière d'évoluer pour les CPU actuellement ne fonctionnera plus et que du coup on ne pourra plus améliorer nos processeurs. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Aussi, pour ceux qui sont présents actuellement, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des choses à dire ou alors à l'écrire dans le chat si vous avez des remarques, des questions pour y répondre. Et pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, c'est tous les jeudis à 18h sur Discord. Milo, je peux pouvoir partager ton écran et on va pouvoir commencer. Ah, attends, hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Riot Games? Un énième problème, on va dire encore une fois, et cette fois-ci c'est avec Vanguard. Donc on avait déjà parlé de ça il y a quelques POC Talk. Quelques POC Talk, on avait parlé de Vanguard et de ce que ça faisait sur le PC, le fait que ça avait directement accès à la mémoire directement. Donc ça pouvait poser pas mal de problèmes. Bref, du coup tout part de ce tweet un peu cryptique, voilà, qui parle qu'il y a une update chez Vanguard. Et tout simplement, qu'est-ce que cette update faisait? En fait, ça permettait de bloquer, on va dire, la dernière muraille de triche existant encore dans les triches, voilà, pour les jeux vidéo. Du coup, en gros, qu'est-ce qui restait? C'était tout ce qui était des trucs en injection, donc pas les injections avec voilà, des clés USB ou quoi. Des chips qui s'injectaient directement en NVMe ou en SATA, du coup à la place des disques durs. Donc ça, c'était vraiment un fléau, parce que pour le coup, c'était indétectable, parce que du coup, en fait, avec leur port, bah, ça pouvait, enfin, vu que c'était branché, voilà, directement sur la carte mère, bah, ça pouvait agir directement sur le processeur aussi. Euh, et du coup, la dernière update de Vanguard permettait de faire quoi? Ça permettait de détecter ça. Et en fait, si jamais ça détectait bah, ça, en fait, ça a bousillé le firmware de cet appareil. Et, et du coup, en fait, ça a cassé un peu cet appareil de triche. Donc voilà, ce que là, ça disait que voilà, il y a eu quand même des, comment dire, des tirs collatéraux et des gens qui ont été visés alors que c'était pas du tout, alors que c'était pas du tout visé. Moi, j'ai notamment quelqu'un qui bizarrement, un ami très proche à moi, qui bizarrement, dès qu'il a lancé Valorant après cette annonce, a eu son PC explosé, blue screen en boucle et il a dû réinstaller Windows. Parce que ça avait foutu en l'air un peu le firmware de son PC. Moi, je vois un peu une corrélation, pardon, sachant qu'il trichait pas du tout, je tiens à préciser. Et du coup, voilà, et sachant que Riot a précisé, enfin, a cité ce tweet en disant Congrats to the owner of a brand new Sika Paperweight, donc littéralement enfin, rien, genre des trucs nuls à Sika. Donc voilà, ici par exemple, on voit que c'est des cartes graphiques ou des systèmes de triche. Voilà, je pense ils ont essayé les deux. Mais du coup, c'est majoritairement des cartes graphiques. Et du coup, ils disaient. Ça, c'est le tweet qui disait en mode ouais, bah, ça, en fait, ça peut casser des PC, faites gaffe. Ils ont répondu en disant ouais, vous avez acheté un truc à 6K qui est nul et voilà.
Voilà, c'est un peu backslash et ils ont répondu en s'excusant. Voilà, en bref, très rapidement, en gros, voilà, la panique est née d'un tweet de Riot Games montrant une pile de cartes DMA, du coup Direct Memory Access. Donc ça, c'est des cheats qui sont DMA, voilà, des composants matériels coûteux utilisés par les tricheurs pour lire la mémoire du système à l'insu de l'anti-triche qualifié de presse-papier à 6 000 €. Et donc voilà, parce que maintenant, en fait, elle détruit pas le PC cette dernière mise à jour, normalement. Mais j'ai vu pas mal de tweets de gens qui disaient mais en fait, si, moi ça m'a cassé mon PC depuis que j'ai fait la mise à jour, je peux plus le lancer. Mais en fait, voilà, le firmware du tricheur est alors neutralisé, rendant le matériel inopérant pour le jeu à moins de réinstaller complètement le système d'exploitation. Donc moi, c'est bizarrement ce qui est arrivé à mon ami. On se pose des questions, on se pose des questions. Voilà, pour rappel, Vanguard, ça a accès au niveau 0 de votre PC, du coup, c'est-à-dire un accès kernel, quoi. Donc, c'est-à-dire vraiment le plus bas niveau. Et donc, c'est ça que ça peut amener à plein de problèmes. Je vous invite à regarder, je sais plus quelle édition d'Epoch Talk, mais on a fait une édition, on parlait de Vanguard et de ce que ça pouvait faire sans le PC et de petits problèmes que ça a amené. Euh, Mais du coup, voilà. Normalement, enfin, Vanguard est libéré de tous les tricheurs. euh, de tous les tricheurs. Voilà, c'est la dernière limite, c'était la triche matérielle. Et aujourd'hui, bah, ils ont réussi. Nickel. Et aujourd'hui, bah, ils ont réussi à s'en séparer. Mais du coup, voilà, au début, c'était un. Ça portait. Voilà, c'était immunisé. Les gens, ils pouvaient tricher autant qu'ils voulaient. Mais vraiment, acheter un truc à 6 000 € pour tricher sur un jeu vidéo, et qui plus est Valorant, c'est assez dingue. Ce que les gens étaient prêts à faire. Moi, ça me fascine toujours. Et aujourd'hui, ça y est, normalement, Vanguard est l'un des meilleurs anti-cheats possibles. Je défie quiconque de tricher avec Vanguard de plus de 2 jours avant que ce soit trouvé. Donc voilà, ça c'est une grande avancée, mais voilà, ça mène beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que c'est possible que suite à une mauvaise mise à jour ou une mauvaise manip de Vanguard, bah, en fait, il peut littéralement neutraliser ton PC. Alors il précise bien que voilà, il y a pas de dommages physiques. Voilà, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas genre faire surchauffer ta carte graphique et puis la faire exploser. C'est purement voilà, t'as juste à réinstaller le truc et normalement ça devrait le faire. Mais voilà, on se pose quand même des questions. À se désactiver instantanément en plein jeu avec en prime un grand message d'avertissement sur leur écran. Donc voilà, ça c'est la spéciale de Vanguard. Euh, et voilà, encore une fois, l'offensive elle pose quelques questions concernant l'accès privilégié qu'octroie Vanguard sur les configurations. Donc voilà, il flirte avec la limite de la vie privée de la personne et de la sécurité informatique. Puisque genre, imaginons quelqu'un a branché ça pour je ne sais quel jeu, et puis il va forcément se faire attraper, ou quelqu'un a des résidus de ce genre de cheat sur son PC, bah, il va forcément se faire attraper aussi. Et voilà, réinstaller le système d'exploitation, bah, des fois ça peut être assez relou. Euh, voilà, moi personnellement j'ai eu un problème, j'ai dû changer de PC et réinstaller tout le système d'exploitation, tous les trucs, etc. C'est insupportable. Mais voilà, encore une fois, ça pose vraiment la question sur la limite de Vanguard et qu'est-ce que c'est possible de faire. Et est-ce que vraiment il y a des gens qui ont été touchés, euh, là, il y avait une bonne ligne. Euh, les joueurs ont accusé Vanguard d'être devenu un malware complet, prétendument pirater les PC. Les choses ne sont pas améliorées car Riot semble avoir reconnu en faisant des blagues aux dépens des joueurs, mais sans que ce soit rien de plus qu'une blague sourde. Euh, donc voilà, encore une fois, là, ils expliquent précisément ce que c'est. C'est un comportement attendu sous IOMMU, parce qu'une tentative est faite pour lire les mémoires protégées, la désactivation, permet au dispositif de triche de fonctionner à nouveau. Bref, voilà, euh, encore une fois, ça pose quand même un sacré problème d'avoir quelque chose comme ça dans son PC pour juste jouer à des vidéos. Parce qu'on ne sait pas comment c'est géré en interne. Est-ce que, par exemple, si Riot Games se font un jour hacker et quelqu'un a réussi à choper les trucs de Vanguard, est-ce qu'il peut faire exploser genre tous les PC qui ont jamais qui ont Vanguard de lancer, sachant que c'est forcément lancé au démarrage, c'est genre force launch au démarrage et tu peux pas faire autrement, à part si tu désinstalles Vanguard.
Mais dans ce cas-là, bah, tu peux plus jouer à tes jeux vidéo favoris, qui sont Valorant, League of Legends, bref. Hem, du coup, ouais, tout ça pour dire que ça pose beaucoup de questions et que c'est quand même assez problème, dans le monde de la cybersécurité, moi, je trouve. Laurent, tu donneras ton avis plus tard, toi qui es plus orienté vers ça. Moi, je trouve que ça donne vraiment un sacré problème, heu et que voilà, ça peut amener à beaucoup de dérives et on sait pas jusqu'où ça va. C'est quoi ton avis, Laurent, là-dessus? Bah, je pense que tous les anti-cheats au niveau du kernel sont malicieux. En fait, perso, je ferais jamais confiance à un anti-cheat de ce calibre. En fait, si moi j'aurais le choix et que vraiment je ne pouvais pas passer ma vie sans jouer à League of Legends, je prendrais un PC totalement différent pour jouer au jeu et je l'utiliserais que pour ça en fait. Parce que s'il a complètement accès à toute ma machine, je ne lui fais pas confiance. Je veux utiliser ma machine que pour ça en fait. Donc, d'après moi, tous les anti-cheats au niveau du kernel, c'est le démon. Voilà. Au moins, c'est Surtout clair. que, surtout que certes, c'est plus facile de détecter un tricheur de cette manière, mais je refuse de croire que c'est la seule solution. Je pense que c'est en partie une solution de facilité qu'ils ont choisie, parce qu'il y a eu des anti-cheats dans le passé qui étaient aussi efficaces, qui n'étaient pas au niveau du kernel. Donc, Alors? bah, à l'époque de Blizzard, sur les premiers jeux qu'ils ont fait à cette époque-là, il y avait toujours des tricheurs, mais ils étaient souvent reconnus assez rapidement. Et leur anti-cheat, c'était pas niveau kernel, c'était 100% niveau du jeu. Ouais. Donc, Ouais, mais je pense qu'avec le temps, il y a tellement de choses qui se développent et tellement de nouvelles façons de tricher, parce que les gens sont obsédés avec tricher et en fait, ça fait un peu écho avec le sujet d'après, mais tricher dans un autre domaine, bref. Moi, je me rappelle, ça me manque, les vérifs Minecraft où tu envoyais ton NID, ce qu'est le mec qui regardait dans tes fichiers mode, si tu pas des fichiers mode bizarres ou trop lourds, enfin bref, surtout que tricher sur Valorant ou League of Legends, c'est pas la fin du monde. Heu, faire tout ça pour ça et que les joueurs ont genre accepté ça, sachant que c'est généralement pas communiqué, genre quand, quand tu un nouveau joueur et que tu lances League of Legends ou Valorant, ils disent pas: «Vas-y, fais gaffe, on a installé un truc, niveau kernel, voilà, ça peut faire ci, ça, si tu pas d'accord, voilà, ciao». Mais non, ils installent ça et puis si tu pas du tout au courant, voilà. Est-ce que tu penses qu'un jour, c'est possible une faille de sécurité dans Riot avec quelqu'un qui a accès à tout Vanguard? oui, je pense que c'est clairement possible. Ça me fait penser notamment à l'incident CrowdStrike qu'il y a eu, je crois que ça fait maintenant 2 ans. C'était du coup la solution cybersécurité entreprise qui avait take down tous les utilisateurs Windows et Windows Server pendant une semaine. Vous en avez probablement entendu parler. Et bah, ça, c'était au niveau du kernel, et du coup, ça se lançait à chaque fois que tu lançais ta machine au moment de boot, du coup. Et le problème, c'était que le programme, à ce moment-là, bah, il crashait. Et bah, quand tu crashes au niveau du boot, bah, l'ordinateur, il sait pas quoi faire. Et du coup, bah, c'est blue screen et ça fait une boucle infinie. Tu peux jamais lancer ton PC. Du coup, je pense que si un jour Riot Games fait des erreurs et que du coup, Vanguard est soit compromis et du coup, ils perdent l'accès, bah, dans ce cas-là, ça peut être vraiment très dévastateur pour tous les utilisateurs. Ou alors, eux-mêmes font une erreur du type CrowdStrike, et d'un coup, tu as tous les utilisateurs Vanguard qui peuvent plus lancer leur PC, qui sont obligés de redump. On espère pas, déjà que les jeux en eux-mêmes sont des poisons, alors si en plus ce qu'ils installent le sont aussi, on va commencer à boycotter Riot Games. Et oui. Enfin bref. Il y a eu un mouvement au moment où ils ont introduit Vanguard à League of Legends de gens qui disaient qu'ils allaient arrêter de jouer Mmh. et qu'ils supportaient pas Vanguard, mais ça s'est très vite Bah, bien sûr. ralenti. Je pense que les gens étaient trop addicts. Ils se grattaient trop les veines, ils sont retournés sur League. Ouais et puis surtout maintenant, il y a eu un deuxième truc parce que du coup avec cette nouvelle mise à jour, Vanguard pardon, bah, maintenant, tu es obligé d'avoir Windows 11 si tu veux jouer à LoL ou à Valorant et ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de monde. Voilà, beaucoup de monde n'aime pas Windows 11 et n'ont pas envie de passer là-dessus. Donc moi, je me rappelle que sur mon ancien PC, j'avais même pas c'était même pas un problème d'envie, c'est que j'avais même pas assez de place sur mon disque dur pour passer sous Windows 11. Du coup, j'aurais juste été, bloqué et dû, dire au revoir à, comme je dis, mes jeux favoris.
Mais voilà, après les gens, voilà, ils sont pas dupes par rapport à Vanguard. Suite à ça, ils ont fait pas mal de tweets et il y a eu des recours en mode les gars, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe, vous cassez des PC, what the fuck, clarifier les choses. Et ils l'ont fait, ils ont envoyé un assez gros, j'allais dire un assez gros pavé, mais en vrai ça va, mais qui expliquait vraiment bien précisément de manière technique et sans prendre de pincettes sur comment ça marchait. Euh, stylé les, stylé les traductions Twitter qui marchent une fois sur deux, enfin bref. Mais voilà. Je sais pas si vous avez des questions ou des. Si Laurent, tu veux rajouter quelque chose. J'ai tout dit, je pense. Mais en effet, ça fait flipper. Ouais, flipper, voilà, c'est le mot. 15 minutes sur ce premier sujet, ça va parce que j'ai parlé d'un assez gros sujet, comme j'ai dit, qui sort un peu du monde de la tech. Voilà, c'est un peu une édition spéciale comme j'avais pu faire avec l'édition de géopolitique. Du coup, voilà, ouvrez vos écoutilles, je vais dire beaucoup de choses et je vais parler aussi un sujet pas mal d'actualité. Enfin, carrément d'actualité et qui fait écho un peu à notre monde actuel. Je tiens à dire avant ça, je vous conseille cette vidéo du youtubeur Fatch qui fait des reportages, enfin qui fait un peu des vidéos documentaires voilà, sur le sport et qui a fait un peu cette vidéo qui m'a donné envie de faire ce sujet. Alors, remettons le contexte. Vous n'êtes pas sans savoir que voilà, le sport, c'est quand même quelque chose d'assez géant dans la société actuelle, que ça mène lieu à plein de compétitions. Notamment, il y a Roland Garros actuellement. Ce qui amène à ces compétitions amène soit un record du monde, donc une possibilité de record du monde, soit à une possibilité de gagner de l'argent. Sachant que record du monde dit aussi argent. Et du coup, voilà, au début ça se passait bien, mais bizarrement, les humains, dès que ça parle d'argent, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et c'est là où a été instauré, voilà, le dopage. Voilà. C'est quelque chose qui se passe assez souvent, qui s'est passé assez souvent. Il y a eu des exemples, comme par exemple les patineuses artistiques, russes qui ont été bannies de compétition, à cause de dopage. Notamment pour ça qu'on les a pas vues, là aux JO d'hiver. C'est notamment, oui, les Russes qui malheureusement doivent être, heu, sont, comment dire? Sont dopés dès leur plus jeune âge pour faire des encore plus grosses performances. Voilà, c'est un assez gros fléau. Et aujourd'hui, les gens pensent que voilà, on en a fini avec le dopage, que tout le monde, on peut toujours tout détecter, etc. Donc c'est ce que la vidéo de Patch, le fabrique de records impossibles, en parle, notamment sur une performance d'une marathonienne qui a été assez excellente. Mais en fait, il s'avère qu'il y a des moyens qui sont assez poussés pour esquiver le dopage et ne pas se faire détecter. Voilà, aujourd'hui, il y a énormément. Enfin, je pense, voilà, c'est rien de prouvé, il n'y a pas de chiffres. Mais aujourd'hui, voilà, il y a énormément de personnes, je pense, qui sont dopées. Et du coup, pour appuyer ça, il s'avère qu'en 2024, il y a un millionnaire australien qui a dit ok, voilà, les gens sont dopés. Enfin, non, je veux voir jusqu'où l'humain peut aller physiquement parlant. Du coup, il a décidé de créer les Enhanced Games, voilà, les jeux améliorés, qui sont littéralement des Jeux Olympiques, mais où il y a le droit à tout. Voilà. Bonne chance. Vous avez le droit à vous injecter ce que vous voulez. Vous avez le droit de prendre ce que vous voulez. Juste bonne chance voilà, tant que vous faites des records. Du coup, voilà, c'est un Australien qui a lancé ça, un milliardaire. Et là, il y a une personne, il a entendu ça, il s'est dit, c'est l'idée de l'année, je vais investir dedans. Et cette personne, c'est qui? C'est Peter Thiel. Peter Thiel, qui c'est? Fondateur de PayPal, un des premiers investisseurs de Facebook, fondateur de Palantir. Et voilà, qui a investi là-dedans. Et voilà, ça a commencé un peu à faire du bruit. C'est pas censé être illégal. Bah non. Enfin, enfin, je vais parler plus tard de leur méthode de se droguer. Mais voilà, généralement, c'est des injections de testostérone, etc. Enfin, les mecs, ils s'injectent pas de la méthamphétamine, quoi. Enfin, ça reste quand même des matières légales. Et voilà, c'est juste interdit par voilà,
par exemple, le comité olympique, etc. Bref, je me perds. Et du coup, voilà, ils ont fait cette annonce, ils ont dit, bah voilà, on va faire ça va se passer en 2026 à Las Vegas. Et du coup, il y a un mec qui a entendu ça. Il y a un mec qui a entendu ça. Hem, c'est un nageur, c'est un nageur australien, voilà, qui était à la retraite, depuis quelques années, qui s'est dit, voilà, pourquoi pas et surtout qu'il avait dit ceux qui brisaient, le record, il avait 1 million d'euros. Du coup, le mec il s'est dit, il a pris la catégorie, 50 m nage libre, un Australien, et il s'est dit: «Je vais me charger à la mort, je vais déborder de produits dopants et je vais briser ce record». Et donc le mec, il a pris 15 kilos en 2 semaines, un truc de fou. Il devenait, bah, genre, bah, là pour l'instant je reprends la vidéo, vous allez dire, bah, en fait je vais écouter la vidéo, ce sera globalement la même chose. Mais voilà, le mec ressemblait à ça, quoi. Pour un nageur, c'est pas normal. Pour un nageur, c'est pas normal, c'est généralement un physique de bodybuilder, ça. Et il s'est dit, voilà, ton record, je vais l'éclater et tout. Alors déjà, spoiler, il a pas battu le record. Voilà. Il a pas battu le record, du 50 mètres d'âge libre, alors que le mec était chargé à fond, et je trouve qu'en plus il y a plein de trucs, de problèmes, c'est-à-dire la piscine était vide, voilà, si vous vous intéressez un peu au sport et à ce que les sportifs déclarent, voilà, c'est pas la même chose de concourir dans une piscine vide que quand chacun doit nager dans son couloir, qu'il y a les rebonds, les remous, le courant, bref. Donc voilà, il a pas réussi. Un autre mec, a réussi après, voilà, il y a un autre mec qui a dit ça, il a dit: «Ouais, vas-y, pareil, je vais faire pareil», et bon, lui, il a réussi à, 200e, je crois, du record du monde, donc il a gagné 1 million d'euros, GG à lui, mais lui aussi était chargé, jusqu'à l'os, et entre temps, entre ce moment-là et actuellement, il s'est passé un truc aux États-Unis qui est spoiler, l'élection de Donald Trump. Voilà, c'est-à-dire que, Biden avait dit, «Moi président, jamais je n'accueillerai les jeux améliorés, sur le sol américain, ce n'est pas possible». Et Donald Trump est arrivé, il les a autorisés, et voilà. En plus, en investissement, il y a qui? Parce que du coup, enfin Peter Thiel, c'est quelqu'un d'assez puissant et il a un fonds d'investissement, assez conservateur. Et qui d'autre a investi dans ces jeux? Donald Trump Junior. Donc voilà, c'était littéralement des jeux, voilà, de milliardaires qui s'amusaient à faire concourir des gens qui sont dopés jusqu'à l'os, littéralement. Voilà, sachant que leur site est assez marrant puisqu'ils vendent, notamment, des produits. Alors franchement, je m'y connais pas forcément en médecine, donc je sais pas si ça c'est genre considéré comme des produits dopants, enfin je sais pas ce que c'est, ou c'est juste, bah, en tout cas ce que je remarque, c'est que ça m'a pas l'air très naturel. Voilà, ça m'a pas l'air d'être des trucs, issus de plantes, un peu médicinales, et cetera. Voilà, j'ai l'impression que c'est purement des métaux lourds directement injectés dans les trucs. Bref, et du coup, ça s'est passé à Las Vegas en 2026. Donc voilà, il y a cette vidéo que je vous link, voilà, si vous voulez plus savoir après. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé après. Mais normalement, je vais bien, résumer tout ce qui s'est passé, et vous allez pas avoir besoin de voir cette vidéo. Bref, du coup voilà, ça s'est passé, en, 2026. Il y avait 3 sports, qui étaient inclus, qui sont un peu, hem, les sports, on va dire mères, heu, des JO, et voilà des sports en général, qui sont, la nage, hem, le track, donc tout ce qui est course 100 mètres, et cetera, et l'haltérophilie. OK, nouveau spoiler, il y a eu un seul record du monde brisé, pendant ces jeux, qui s'est passé sur 4 jours, et où, tout le monde était encore une fois dopé. Un seul record brisé, je vais en parler plus tard. Un seul record du monde brisé, et donc voilà, c'est clairement une défaite, de la part de tous ces investisseurs qui ont investi des milliards. Je vais vous mettre un petit extrait, voilà, donc ça c'est la course de 100 mètres. Voilà, on sait tous que les 100 mètres, c'est globalement, même au JO, hem, comment dire? L'épreuve la plus prestigieuse, voilà, de ces trucs de track, et on va regarder un truc. Donc ici, on voit bien que le record du monde, c'est 9,58, voilà, Usain Bolt en 2014, il me semble. Voilà, on va passer la vidéo. Pour les mecs en podcast, allez voir sur YouTube, POC Innovation, si vous voulez voir la vidéo. Ça va aller vite.
Le mec finit en 9,98. En 9 secondes 98. Le record du monde est en 9 secondes 58. Il y a 4 dixièmes d'écart entre les deux chronos. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, là, comme ça, forcément, dans l'univers, etc., c'est si peu. Mais dans le sport à haut niveau, c'est énorme. Sachant que les mecs ont libre choix de leur corps. En fait, le truc des jeux améliorés, c'est de faire des surhumains. Des humains modifiés qui ont des capacités hors normes dans la course, etc. Les mecs mettent 4 centièmes. Sachant qu'il y a un truc qui est encore plus marrant, c'est que si on prend voilà, la compétition 2025 de Texas High School, donc voilà, les gens qui sont encore au lycée, enfin, en études sup au Texas, si on prend les résultats, ils seront tous, à part les deux premiers, pas dans le top 8. Voilà, ils seront pas en finale, tout simplement. Et ça, c'est des jeunes, ils ont 17-18 ans, quoi. Ils ont 17-18 ans, et la majorité de ces mecs-là ne leur donneront même pas l'heure, quoi. Au niveau de la course, bon, les deux premiers seront euh, voilà, deuxième et troisième et quatrième, pardon. Assez marrant, sachant que le premier n'était pas dopé, il me semble. C'est dans l'article là. Voilà, l'Australien Jean Maxus qui avait promis de se charger jusqu'à la moelle a terminé dernier du 100 mètres nage libre. Donc voilà, c'est totalement un flop. En sprint, les athlètes non dopés ont remporté toutes les épreuves au-dessus des mecs dopés. Voilà, c'est des trucs qu'on comprend pas. Et du coup, au niveau des records, voilà, c'était 250 000 $ par victoire. Donc effectivement, vu que c'est l'être humain, il faut un peu de cash prize. Il faut un peu de cash prize à l'arrivée. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le seul record du monde, c'est le grec Christian Golomev, qui a été vainqueur du 50 mètres nage libre en 20 secondes 81. Du coup, seulement 7 centièmes de mieux que le record du monde légal. Voilà, 7 centièmes, bon, c'est quand même assez grand, mais c'est pas non plus. On nous a dit, ouais, nous, on est là pour faire exploser les records, mais vraiment exploser. Et au final, bah, flop. Voilà, sachant que ce mec avait des substances interdites par l'Agence mondiale antidopage, aussi quelque chose dont on parle pas beaucoup, qui est une combinaison dans une matière différente. Voilà, dans le sport et notamment dans la nage, il y a des combinaisons avec des matières qui sont interdites, qui sont bannies car trop fortes ou qui désavantagent trop. Voilà, et donc deux éléments qui sont censés apporter environ 2% de gain de performance. Donc voilà, le mec a gagné en 7 centièmes. Le mec avait un bras un peu plus long que l'autre, enfin que l'ancien record. Voilà, bravo à lui. Sachant qu'en plus, il y a un monde où le temps est arrêté un peu avant. Donc voilà, j'ai pas de vidéo de exactement quand ça s'est passé. Bon, ça, c'est des trucs qu'il faut régler en interne, sachant que je sais même pas si c'est considéré comme une compétition officielle, donc en vrai, on s'en fout. Voilà. Sur la piste, voilà, le sprinter américain Fred Kerley, euh, il avait dit au début, en amont de ces jeux, il avait dit que le record de 9 secondes 58 du Usain Bolt serait explosé. Explosé, hein, c'est des assez grands mots. Voilà, c'est des grands mots qui sont employés. Et il a fait son 100 mètres en 9 secondes 97, sachant que 2 ans plus tôt, au Jeux de Paris, il avait couru en 9 secondes 81. Voilà, qui est quand même assez une bonne perf. Il avait eu le bronze. Sachant que s'il avait eu son score là au JO, voilà, il aurait été dernière place de cette finale. Du coup, voilà, sachant que lui, je sais pas s'il était dopé. Je crois qu'il avait dit qu'il voulait pas se doper, justement. Voilà, qui affirme ne pas avoir eu recours à des produits dopants. Mais bon, lui il dit ça, mais je pense que ces athlètes sont pas testés. Du coup, ça se trouve, il peut dire ça, mais en fait, au final, il peut être aussi chargé. Voilà, pareil, elle, une sprinteuse barbadienne, qui elle aussi, sans dopage, a fait un bon chrono en 11 secondes 25, qui avait dit la preuve que Ganes ne serait même pas à la chimie. Une déclaration que je comprends pas beaucoup, sachant que c'était un peu ce que voulait montrer le. Enfin, c'est un peu l'inverse de ce que voulait montrer ces jeux. Mais voilà, un truc aussi pareil, marrant, un nageur britannique, médaille d'argent olympique,
qui lui a pris plusieurs substances, a gagné le 50 mètres papillon en 22 secondes 32 à seulement 5 centièmes du record du monde. Donc voilà, encore une fois, un record du monde qui n'est pas explosé comme dans les dires. Voilà, il y a eu que 3 athlètes qui affirment concourir sans dopage, qui ont remporté les épreuves. Enfin non, il y a 3 athlètes qui affirment courir sans dopage qui ont remporté les épreuves au-dessus des athlètes qui, eux, étaient dopés. Euh, voilà, les résultats interrogent la liberté pharmaceutique qui verrait à libérer des performances surhumaines. Voilà, on sait pas forcément ce qui s'est passé. Pour ceux que ça intéresse, quels produits ont été pris 91% ont utilisé la testostérone ou des esters de testostérone. 119% ont recours à l'hormone de croissance humaine. 62% à des stimulants comme l'adérol. 41% à l'EPO, la molécule d'endurance longtemps associée au scandale de dopage dans le cyclisme. Les organisateurs affirment que tous les médicaments utilisés étaient approuvés par l'Agence américaine des médicaments. Voilà, ils prenaient pas de trucs non plus dangereux ou des trucs complètement dingues. Donc voilà, les experts de santé, bien sûr, je vais pas vous faire le paragraphe, mais disent que c'est ridicule de faire ça pour de l'argent, ça amène à énormément de problèmes, et après ça, en fait, ça décrédibilise le sport. Tout le monde est un peu contre ce jeu. Mais du coup, ça amène à une nouvelle question. Ces mecs-là qui sont chargés jusqu'à la moelle de produits en tout genre n'ont pas battu 6 records du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que. Je vais mettre Discord en face. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là étaient mal dopés? Ou ces gens-là étaient juste pas assez bons? Ou est-ce que ça veut dire que tout le monde est déjà dopé et que du coup les records sont déjà des records de dopés? Euh, Voilà, c'est une question que beaucoup de gens se posent, sachant que voilà, des scandales de drogue comme l'adérol et tout, c'est vraiment pas récent. Et même ça apparaît dans des trucs de fou. Genre, par exemple, je pense à le scandale sur Cloud9 sur CS il y a quelques années, qui toute l'équipe était testée positive à l'adérol. Et je crois que sur des joueurs e-sport, genre LOL, CS et tout, je suis pas sûr qu'il y ait des tests anti-drogue. Je suis pas sûr qu'on va dire à Caliste d'aller faire pipi dans un bocal pour aller tester son urine. Bref. Ouais, c'est pour se concentrer l'adérol, c'est des médicaments contre les TCA, mais il y a beaucoup de gens qui en abusent. Et du coup, voilà, c'est une question d'humain à se poser, c'est voilà, où en est le dopage dans le sport. Voilà, on sait que le cyclisme, c'est une énorme zone d'ombre et c'est une zone où il se passe des choses très très sombres. Voilà, je vais pas non plus donner mon avis, mais pour moi, ils sont un peu tous dopés. Enfin, ça, sincèrement, pour faire des performances comme ça, c'est assez dingue. Donc voilà, la question se pose en fait, là, ils disaient en mode, ouais, on va montrer que quand t'es chargé, c'est mieux, etc. Et on savait que quand t'es drogué, c'est mieux, sinon personne se droguerait. Mais du coup, pourquoi ils n'ont pas réussi à casser tous ces records du monde? Voilà. C'est la question, une question un peu ouverte, voilà, que tout le monde peut être amené à répondre, sachant que comme j'ai envoyé la vidéo de Fatch, elle en parle assez bien. Par exemple, voilà, la dame qui avait gagné le marathon avait fait un score énorme et c'était genre la première fois de sa vie qu'elle faisait un aussi gros écart de temps. Donc on s'est tous posé la question, il y a eu des trucs dans son sang, bref, voilà, je vais raconter l'histoire de la vidéo, je vous laisserai la regarder. Mais du coup, ça pose énormément de questions sur le sport professionnel et la quête, comme c'est écrit là, et la quête de l'optimisation. Est-ce qu'en fait tout le monde serait pas déjà tous chargés, tous des surhumains et tous très optimisés et que juste les trucs de dopage détectent pas encore des drogues de synthèse qui sont faites secrètement dans des laboratoires ou est-ce que c'est des choses où les gens ont juste de la chance dans leur durée de prise. Voilà, ça pose énormément de questions et je suis curieux d'avoir votre avis et je vais commencer par le tien, Laurent. Bah alors j'ai pas vraiment d'avis constructif à donner, à part que je trouve ça assez drôle. Personnellement, je penche plus sur la balance complot, que tout le monde était déjà dopé. En fait, c'est pour ça que les scores sont aussi proches, parce que juste j'aime bien l'aspect de la théorie. Et ouais, pas grand chose d'autre à dire, hein. Mm. Mais voilà, regardez la deuxième vidéo que je vous ai envoyée, What the Anxious Game Exposed About PEDs. Voilà, qui fait un résumé un peu plus poussé que le mien, parce que de un, j'ai pas énormément de temps, et de deux, j'ai pas non plus de si grandes connaissances que ça. Mais voilà, ça amène quand même, voilà, ces jeux de base, ça devait être juste des milliardaires qui donnaient de l'argent pour que des gens se droguent, qui est déjà un peu bizarre, dit comme ça, mais globalement, c'était ça.
et qui au final, pour moi, amène à des sujets qui sont beaucoup plus profonds sur le sport actuel. Voilà, je sais pas s'il y en a qui ont encore des questions, sinon on va globalement passer au sujet de Laurent. Voilà, je vous conseille les 2 vidéos que je vous ai envoyées pour ceux qui sont à distance. C'est Fatch, voilà, c'est un youtubeur français qui fait des reportages sur des gens de sport, et sa dernière vidéo, la fabrique des records impossibles. Et la deuxième vidéo, c'est un américain qui s'appelle Jumpman qui a fait une vidéo What the Enhanced Game Exposed About PEDs. Donc voilà, je vous invite à aller regarder, c'est des vidéos qui sont très intéressantes. Et voilà, je pense que le sujet peut être clos. Tu as 20 minutes devant toi, Laurent, pour tes sujets. Let's go. Et ben aujourd'hui, je vous ai préparé 2 petits sujets. Alors, je dis vraiment petits parce que c'est le cas. J'ai pas eu grand-chose de substance à présenter pour aujourd'hui, donc ça risque d'être un petit peu plus rapide que d'habitude, mais je vais quand même essayer de donner les tenants aboutissants de ces 2 sujets. Et le premier dont je vais parler, c'est un article et un papier de Europa qui dit que 90% du contenu en ligne va être généré par IA d'ici la fin de 2026. Alors ça, alors, d'un côté, je dirais que c'est pas vraiment très surprenant parce que on voit actuellement que l'essor de l'IA, c'est dans tous les sens. En fait, tout le monde l'utilise pour tout bout de champ, pour absolument tout et n'importe quoi. Et quand j'y pense, en réalité, je me dis que bon, si actuellement on est en train de me dire que 9 articles sur 10 que je vais lire sont écrits par IA et seulement un article sur 10 que je vais lire est écrit par une vraie personne, en réalité, j'ai peut-être tendance à le croire. Surtout que même en réalité, cet article en lui-même, je n'ai pas forcément une certitude à 100% que ce soit un humain qui l'ait écrit, parce que je sais pas si vous voyez, c'est M- là, mais ça c'est très caractéristique des large language models du genre GPT. Ils aiment beaucoup ces tirets que nous on n'a pas sur nos claviers de base, donc un peu difficile de les faire. Je crois que en syntaxe Markdown, c'est genre 2 tirets qui font une ligature. Mais du coup, j'ai essayé de trouver le plus de sources crédibles à ce moment-là, et c'est là où vraiment j'ai eu une crise existentielle parce que je me suis rendu compte que chaque article que je lisais pouvait être écrit par une IA. Et c'est là où je me suis dit que je n'avais pas vraiment de moyen de savoir lesquels ne l'étaient pas, lesquels l'étaient. Et c'est du coup exactement en fait avec cette réalisation-là que ce nombre-là me paraît assez plausible dans un sens. Mais ça fait aussi très peur. Du coup, il se base sur un article qui a été fait par Europol, donc qui est l'autorité européenne pour le contenu en ligne, je sais plus trop quoi, ouais. Et du coup, c'est un article qui parle du challenge qui vient avec les deepfakes. Et bon, je vais pas vous lire tout ça, mais il parle notamment de la détection des deepfakes. Il parle de génération d'images, de vidéos, d'audio. Alors pour ça, on peut revenir aussi sur le sujet que j'avais exposé pour le dernier POC Talk avec SynthID de Google et maintenant de OpenAI. Donc ils font quand même actuellement des efforts pour régler tout ça, mais on peut voir que ça fait peur actuellement pour du coup les législateurs. Et notamment l'UCL, qui est une université à Londres, qui a fait aussi un papier de recherche, ou du moins un rapport actuellement sur quels sont les risques principaux. Et donc c'est maintenant ce sur quoi je vais me pencher. Alors cet article-là, du coup, par UCL, hein, nous parle de qu'est-ce que peut faire l'IA actuellement, quels sont les risques, et ils ont classifié dans 3 catégories, du coup, les risques moyens, hauts et médiums. Non, bas, moyen, haut. Ouais, j'ai dit 2 fois la même chose tout à l'heure. Alors, ici, je trouve l'article assez drôle. Parce qu'ils partent dans des scénarios qui, pour moi, bon, par moment, ils partent dans des scénarios qui sont assez misanthropiques. Pour moi, c'est pas des choses que je vois nécessairement dans un futur même proche. Ceci dit, ils parlent quand même de choses réelles, telles que euh, vendre un produit qui est label comme IA, mais en fait que c'est pas vraiment le cas. Par exemple, comme des security screening, donc auditer une application d'un point de vue sécurité pour regarder s'il y a des problèmes. Et ça me fait directement penser à Delve. Si vous avez entendu parler récemment, il y a eu beaucoup d'accusations supposées du côté de Delve qui passaient juste
des analyses de SOC, donc qui sont vraiment des licences legit à avoir d'un point de vue légal et qui sont, enfin, qui requièrent un certain niveau de connaissances et de certitude pour les données. C'est pas un truc que t'as n'importe quoi. Ils font aussi des licences GDPR, pardon. Et bah, du coup, ils étaient sous le feu récemment pour des accusations qui ils faisaient tout passer par IA et qu'en réalité, même quand il y avait des problèmes, ils fermaient les yeux, ils disaient non, ça c'est SOC 2, c'est SOC 1, c'est tout va bien. Et du coup, bah, ça c'est exemple Exhibit A de ce genre de crime, comme ils les appellent ici. C'est pour ça aussi que je trouve l'article assez drôle parce qu'il dépicte ça comme des crimes. Bon, certes, d'un point de vue légal, ça peut en être un, mais je sais pas si, d'un point de vue langage commun, j'appellerais ça un. Non, pour le cas de Delph, j'appellerais ça un crime, mais je pense qu'il y a plein de cas où ce type de langage ne s'applique pas. Et ils disent du coup que c'est de plus en plus simple de faire ce genre de choses. Ils parlent aussi de publicité mensongère grâce à l'IA. Et donc ça, bah, Exhibit A, encore une fois, hein, je vais parler. Bah alors c'est la première fois que j'en parle, mais les Trump phones, je sais pas si vous avez vu passer ça, c'était pendant du coup ce dernier terme de Trump aux USA, il avait annoncé un Trump Mobile, un Trump Phone, qui s'appelle le T1, qui était ce fameux modèle de téléphone qui voulait vendre un peu à la population américaine en disant bah on va faire un téléphone pour rendre l'Amérique great again et ça va être 100% made in America et ça va être bien moins cher pour des specs qui sont bien plus hautes. Et je sais pas si vous voyez cette image, mais ça m'a l'air, en tout cas d'après moi, ça c'était du coup une pré-annonce quand le téléphone était encore en développement. Ça m'a l'air tout de même d'être une image assez photoshopée ou alors passée par, je dirais, Nano Banana pour en fait un iPhone. Ouais, ça ressemble plus à un iPhone, et puis l'avant, ça ressemble à n'importe quel téléphone Android. Ouais. C'est rien de non plus très spécial. Encore une fois, ça c'est une autre image de pré-annonce qui avait été supprimée par la suite des médias officiels de Trump Mobile. Donc encore une fois, une image très clairement générée par IA, surtout quand on regarde un petit peu la main juste par en dessous. Là, ça c'était une image officielle. Hein. Du coup, qui se base très clairement sur un iPhone. Encore une fois, vous voyez la couleur or, c'est normal, hein, c'est parce que ça fait partie du branding. Ils voulaient un téléphone plaqué or, parce que c'est chic et riche. Encore un exemple, donc ça c'était encore une pré-annonce, et là cette fois-ci c'était vraiment un rip-off 100% un pour un des Samsung Galaxy S25, et même dans l'annonce, ça c'est la vraie image qu'ils avaient utilisée pendant leur annonce à ce moment-là, ils avaient pris littéralement une promotion pour une coque de téléphone qui s'appelait Spigen pour le Samsung S25. Donc là, je sais pas vraiment si c'est l'IA qui a décidé de juste prendre ce même téléphone en tant que référence. En plus, on peut même voir le background qui n'est même pas en or dans cette image, qui est censée être l'identité même du branding. Ou alors c'est juste un stagiaire qui a fait du Photoshop, mais il est vraiment pas allé chercher bien loin. Enfin bref, il y a eu encore même cette vidéo d'annonce qui du coup est pour la vraie sortie du téléphone. Tais-toi. Pour la vraie sortie du téléphone, cette vidéo a très clairement été générée par IA. Sur certains plans, même le nombre de stripes qu'il y a sur le drapeau américain à l'arrière, c'est pas correct. Il challenge la physique, il y a des morceaux qui s'allongent de manière totalement random. Par exemple ici. Voilà. Donc ouais, ça rentre tout dans cette catégorie de deepfake ou du moins de marketisation, false advertising pour l'IA. Maintenant, c'est là où l'article il part un peu dans le délire, et pour moi, je trouve ça un peu chelou. Il parle de robots voleurs, c'est-à-dire des petits robots qui seraient utilisés pour rentrer dans des propriétés
à travers des petites ouvertures telles que vous savez, les petites portes pour chats qui sont populaires surtout en Amérique. Et c'est là où je me dis, pourquoi est-ce qu'on ferait faire ça à une IA? Je pense que si on faisait ça, ce serait plus un truc qui serait télécommandé, genre. Mais même dans ce cas-là, bah ok quoi, enfin c'est même enfin sans IA c'est possible quand même même avec je vois pas non plus ce que ça rajouterait de plus. Et puis ce serait surtout très facile à contreventionner, enfin bref. C'est là où l'article pour moi part un petit peu, encore une fois c'est M-Dash, hein. Il y a des M-Dash même dans cet article même, donc je pense que les gens chez UCL aussi ont passé cet article vers GPT. C'est là où je me dis mais qu'est-ce qui n'est pas IA dans ces jours-ci. Et donc voilà, enfin ça parle un peu de tout ça. Il parle aussi du fait que du coup c'est de plus en plus facile de faire du crime avec l'IA, et il y a une quote d'un professeur qui dit que bah, le plus l'IA évolue, le plus il sera facile d'utiliser ça à de moins bons prospects. Et bah, je pense que bah, c'est vrai, hein, je vois pas d'objection à ça. À partir du moment où quelque chose peut être utilisé d'un point de vue aussi large, je vois pas pourquoi est-ce que quelqu'un de mal intentionné ne pourrait pas l'utiliser aussi. Donc bon, voilà. Est-ce que Milo, toi, tu aurais quelque chose à dire sur le sujet? Bah, en effet, beaucoup d'informations. C'est vrai que vers la fin, le truc de robot IA, cambrioleur, what the fuck. Je pense qu'on n'y est pas encore. Mais bon, en effet, le Trump phone, enfin, c'est n'importe quoi. Je comprends pas qui. Le président des États-Unis, bah après, je sais qui. Non, pas de politique ici, je veux dire, je sais. Bref. Le président des États-Unis t'envoie des vidéos complètement bullshit comme ça, où c'est cramé à 10 000 que c'est fait par l'IA. Et tu te dis, ah, là, vas-y, là ça va marcher et tout. Y a là les gens qui vont commander ça. Et puis ouais, après ça amène au problème de se dire, est-ce que ce qu'on lit sur internet c'est écrit par des vraies personnes, ou pas? Qui sont les vraies personnes? Est-ce qu'on parle avec des robots? Moi je me rappelle une théorie du complot où les gens disent que genre sur les réseaux la majorité des gens avec qui on parle c'est genre des IA et tout, mais voilà, c'est ça se demandait ça. Après je sais, même au niveau du journalisme et tout, il y a déjà eu des journalistes avérés avec des cartes de presse qui se sont vus des articles avec écrit en bas, ouais, si le ton te plaît pas, je peux te renvoyer la même version mais avec un ton un peu plus soutenu, qu'ils avaient oublié d'enlever ça dans le prompt de leur en copiant-collant le texte. Euh, Qu'en effet, ça pose plein de questions. Est-ce que l'IA, après avoir remplacé les développeurs et tout, ne remplacera pas aussi les relations humaines et les relations générales? Ouais. Même X, du coup, font des efforts pour déterminer si du contenu est généré par IA. Et sur cette même vidéo d'annonce officielle du Trump Mobile, ils disent du coup que ça a été report comme du contenu généré par IA, et puis ils mettent aussi le raisonnement de pourquoi. Du coup, actuellement, bah, c'est un peu cramé de un. Et de deux, bah, les gens essayent quand même de déterminer ça. Mais quand c'est sur des petits échantillons, je pense que c'est très dur à détecter. Par contre, sur un truc aussi gros que ça, oui, bah là, c'est sûr que c'est flagrant, quoi, ça se Ouais, voit. bah ouais, voilà. Mais si quelqu'un te répond juste, bah tu as tort sur X, par exemple, ou une petite réponse vraiment insignifiante, bah tu sais pas trop si c'est généré par... En fait, une IA pourrait le faire aussi, tu vois. Puis même, là, ces articles que je vous ai montrés, je suis d'accord avec la substance, pour ça que je vous les montre, mais je suis presque sûr qu'une partie est passée dans GPT, hein, pour les raisons que je vous ai données. Donc, Même par voilà. exemple Medium, où de base c'était un peu une source, voilà, où c'était les gens vraiment, je veux dire, les gens vraiment intelligents, mais bref, voilà, les gens qui prenaient vraiment la peine d'écrire des articles. En fait, vu que Medium, il y a des trucs de rémunération en fonction de vues sur ton article, je crois. En fait, maintenant, il y a des mecs ils ont des bots qui printent des articles toute la journée et qui les envoient, et puis ils se font des sous avec. Voilà, ça pose des problèmes partout, quoi. Ouais. Pour ceux qui sont dans le chat actuellement, est-ce que vous pensez que cette estimation de 90% de contenu en ligne généré par IA, c'est
c'est correct. Toi, Milo, d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est plausible, cette histoire de 90% de contenu sur Internet par IA? Oh, je pense que 90, c'est un peu trop. Je dirais 70, mais ce sera pas du remplacement. Ce sera de l'ajout. Oui, Je je sais pas suis si tu vois ce que d'accord je veux dire. aussi. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit pendant l'introduction que c'était un peu misleading le titre de mon sujet. Parce que Ouais. l'humain ne va pas disparaître, il va juste être noyé dans un amas d'IA en fait. La C'est un quantité peu va ça, juste ouais. être bien plus élevée. Mm. Bah, c'est un peu. Je voulais en parler la dernière fois, mais genre. Le chiffre de mec. Enfin, je sais plus c'était quoi les chiffres. Bref, mais ouais, tout le monde va se faire noyer, que ce soit les sites. Voilà, l'humain disparaîtra pas, juste il sera moins présent, mais pas de par un remplacement, de par un envahissement. Ouais. Voilà. Bah, je pense qu'on va pouvoir passer au deuxième sujet. Et alors, le deuxième sujet que j'ai à vous présenter aujourd'hui parle de transistors. Et plus précisément, du coup, de compute et de où est-ce qu'on en est actuellement dans le design de processeurs et tout ça. Donc, un transistor, quand vous regardez de point de vue totalement normal, ça ressemble à ça, hein. Ça, c'est à taille plus ou moins réelle que vous pouvez utiliser pour vos utilisations de électronique totalement naturelle, mais c'est aussi ce qui est dans vos processeurs à du coup une taille bien plus petite qui du coup permet de faire les calculs actuellement sur vos processeurs. Et il y a quelque chose qui s'appelle Moore's Law qui du coup a été défini par un des cofondateurs de Intel dans les années 1970 il me semble, que en fait, de base, c'est une observation qui, du coup, depuis, s'est avérée tellement réelle on appelle ça une loi, qui dit que tous les 2 ans, le nombre de transistors qu'on peut mettre dans un processeur double. Et du coup, par essence, le nombre de calculs qu'on peut faire par seconde environ dans un processeur double aussi tous les 2 ans. Et donc, si on regarde cette loi, bah, elle s'est avérée vraiment plus ou moins correcte. En tout cas, on peut voir très clairement la courbe actuellement en face de nous est, qui a l'air vraiment d'avoir une corrélation du coup entre le nombre d'années et ce nombre de transistors. Et on peut voir récemment dans les années récentes que ce nombre-là atteint des nombres qui sont vraiment incroyablement élevés, des nombres qu'on ne peut même pas... En fait, comment est-ce qu'on peut se dire que dans un petit processeur qui fait cette taille-là, allez, il y a 50 milliards de transistors qui sont tous en harmonie et qui fonctionnent en même temps sans qu'il y ait de limite physique à tout ça. Mais du coup, en fait, on peut quand même noter quelque chose, c'est que certes, ça a été vrai vraiment très précisément jusque dans les années 2010, mais à partir de, disons, 2013, on a pu observer que cette tendance commençait à baisser et s'approchait plus à x2 tous les 3 ans environ. Et c'est là où on se dit que bah, du coup les prochains designs de processeurs ils vont devoir s'améliorer parce que bah, en fait on va pas pouvoir mettre autant de transistors à ce niveau-là et je vais vous expliquer pourquoi. Là vous voyez du coup un des transistors dont je vous ai montré tout à l'heure donc à taille réelle et ici si on zoome un petit peu ça c'est du coup l'épaisseur d'un cheveu humain. Du coup, en moyenne, c'est 70 micromètres. Et du coup, si on zoome encore plus là-dedans, on va pouvoir voir éventuellement la taille actuelle des transistors dans les CPU modernes. Voilà. Donc là, j'ai bien zoomé. On en est à l'échelle des atomes, à 5 nanomètres. Un transistor ici. Du coup, ça, c'est la taille pratique qu'on a actuellement sur les transistors dans les processeurs modernes, c'est 5 nanomètres. Ça, c'est l'état de l'art actuellement. Et du coup, quand on regarde, en fait, on est à l'échelle des atomes. C'est-à-dire que nos transistors font 70 atomes de longueur et de largeur. Donc, là, déjà, plusieurs questions. Comment est-ce qu'on manufacture tout ça? Comment est-ce que c'est possible, déjà? Est-ce qu'on va pouvoir aller bien plus petit? Parce que du coup, il y aura pas moyen, une fois qu'on arrivera à une certaine échelle, de réduire plus loin la taille des transistors que des atomes. Là, déjà, 70, c'est vraiment assez impressionnant. Si on arrive à faire des transistors
à 40 atomes, déjà, je serais assez impressionné. Donc vraiment, il y a cette question actuellement de est-ce qu'on a atteint la limite du possible? Est-ce que la physique en elle-même va nous limiter pour les prochains designs de chips? Maintenant, si vous voulez encore plus de visualisation, du coup, pour voir actuellement à quel point c'est incroyable le design des transistors et des CPU actuellement, je vous conseille d'aller voir cette vidéo par Marques Brownlee, qui, du coup, est une... si vous voulez aller la voir, je vous le conseille, mais du coup, il vous montre à peu près à quelle échelle est-ce que nous, les humains, ressemblent du coup à un transistor. Bon, je me suis mal exprimé, vous avez compris. Le titre de la vidéo est assez explicite, mais je vais pas vous la montrer. Mais du coup, c'est grâce à ça, c'est grâce à la Moore's Law que en 2014, on a pu avoir un processeur d'iPad, le A8X, qui avait autant de puissance qu'un des meilleurs supercomputers en 1995. En l'espace de 20 ans, on a pu passer tout ça dans un iPad pour des chips qui sont totalement commerciaux. Et bah, on a actuellement le même gap entre les supercomputers des années 2000 jusqu'à maintenant. Actuellement, les processeurs les plus capables actuellement sont aussi puissants que les meilleurs data centers des années 2000, ou même un petit peu avant peut-être. Mais là, du coup, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Et ben, je vais vous présenter cet article de... Bon, c'est pas l'article de Huawei, mais du coup, c'est une annonce qui a été faite pendant le IEE, pardon, qui est du coup une convention internationale vraiment très connue. Et du coup, la Chine, et donc à travers Huawei, il propose quelque chose qui s'appelle The Tao Law, donc qui remplacerait, d'après eux, la Moore's Law. En fait, c'est, d'après eux, une nouvelle manière d'architecturer des chips et des processeurs pour, du coup, une fois qu'on aura atteint cette limite physique on ne peut plus multiplier le nombre de transistors qu'on a dans nos processeurs. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et bah, eux, du coup, ils disent, oui, en fait, on a trouvé un nouveau moyen de designer des chips. En fait, au lieu de se baser sur la concentration des transistors, on va essayer de diminuer la latence de communication et la vitesse de transfert d'informations. Donc ça, c'est leur technique révolutionnaire, du coup, pour augmenter et passer outre ces limites physiques. Et ils promettent, d'ici les années 2030, une augmentation de 50% de compute pour une concentration équivalente de transistors. Et donc là, on doit se poser quand même une question. On peut se poser déjà, ok, déjà si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça avant? Et pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'on se rend compte que pour faire un meilleur processeur, il faut qu'il soit plus rapide? Parce que pour moi, c'est un peu synonyme, tu vois. Genre, c'est pas vraiment innovant de dire, pour courir plus vite, faut courir plus vite. C'est basiquement ce qu'ils sont en train de dire là. Ils sont en train de dire, pour faire un processeur plus rapide, faut que les informations elles passent plus rapidement. Donc pour moi, est-ce que pourquoi est-ce que c'était pas une certitude? En fait, je pense que déjà cet article est vraiment politiquement chargé. En fait, ça suit du coup le ban qui a été fait par l'Amérique en 2019 sur Huawei, qui en bannait du coup d'utiliser les manufactureurs américains et tout ce qui est télécommunications et équipements et tout ça. Et du coup, là, maintenant, ce qu'ils disent, c'est regardez maintenant où vous en êtes. Vous nous avez bannis, mais on est quand même là, on innove. Et du coup, il va falloir regarder à ce que nous on fait, parce que vous, ce que vous faites, ça va forcément ne plus fonctionner un jour. Et en fait, je pense que ce qui est le plus marquant dans tout ça, et ce qui affirme un peu ça, c'est que la conclusion de cet article, c'est pas regardez, on a vraiment une technologie qui est incroyable, il faudra que les chercheurs y regardent et quoi que ce soit. C'est non, il faudra que... Il faudra que Taïwan et toutes les régions qui font des semi-conducteurs regardent à la logique pour, du coup, contempler leur futur et qu'ils ne soient pas laissés dans le passé. Enfin, qu'ils ne restent pas dans le passé. C'est pour moi cette phrase-là qui montre que, en fait, c'est plus un statement politique que quoi que ce soit. Parce que là, il ne montre pas de nombre.
ils montent pas de benchmark et c'est pas non plus quelque chose qui est vérifié par des third parties. Il n'y a pas Intel qui est venu et qui a dit oui, c'est vraiment novateur, l'architecture est viable, en tout cas on l'a testé, ça fonctionne. Non, là c'est juste Huawei qui disent et qui arrive et qui disent on a fait ça, c'est 50% plus rapidement d'ici 2030. Enfin, c'est 50% plus efficace d'ici 2030. Donc bon. Surtout que du coup, là il mentionne Taïwan parce que bah, c'est actuellement le plus grand manufactureur de semi-conducteurs. Actuellement, si on regarde TSMC qui du coup fabrique la plus grande partie du silicone utilisé pour les semi-conducteurs, ils ont atteint une évaluation de market de 59 trillions de dollars taïwanais en dollars. Ça fait 1,9 milliard presque. Et c'est du coup l'un des plus grands acteurs dans le domaine. Il y a aussi Micron qui est fournisseur de RAM actuellement qui a atteint les 1 trillion aussi, enfin 1 milliard du coup. Et bah, ils disent basiquement ils annoncent aux compétiteurs de faire attention parce que bah, du coup la Moore's Law atteint ses limites, ce qui d'après moi est totalement juste parce que 70 atomes pour un transistor ça paraît déjà vraiment pas beaucoup, je vois pas comment on peut faire bien mieux. Mais du coup, la solution, est-ce que ça va être ça? Bah, je pense que c'est un peu tôt pour le dire, il n'y a pas vraiment de preuves derrière, mais si le concept a de la substance, et bah, je pense que d'ici les prochaines années, on va définitivement en entendre plus parler. Mais je pense qu'actuellement, c'est plus à effet politique, cet article. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que Milo, toi, tu as quelque chose à dire? En effet, qu'est-ce que sera la limite finalement? Eh oui. Est-ce qu'un jour, est-ce que dans 2 ans, j'aurai l'équivalent de mon PC actuel dans ma poche en guise de téléphone comment ça va se passer? Après, c'est un peu. Après, faut voir aussi la range des prix, sachant que c'est un peu contraire à ce qui se passe avec la RAM actuellement, etc. Donc en vrai à voir. Mais ouais, moi j'aimerais bien voir jusqu'à où ça peut aller, puisqu'à l'époque on avait des PC de la taille de salle entière, et maintenant ça tient en 80 cm, bref, 70 cm. Et ça, c'est quoi la prochaine étape, quoi? Comment est la courbe de rétrécissement de tout ça? Bah, le truc, c'est qu'on Voilà. a toujours des PC qui font la taille de salle entière. On appelle ça des data centers. Euh, mais la question, c'est bah, à quel point est-ce qu'on va pouvoir pousser les limites physiques? Parce qu'actuellement, on en est vraiment très proche Ouais. de ces limites. Et tu penses qu'elles Bah, sont jamais, elles sont jamais brisées, ces limites physiques? écoute, le futur nous le dira, mais je ne pense pas en tout cas. La science me le dit. Ok. Bah, si plus personne n'a de questions, je pense qu'on va pouvoir finir comme d'hab. On dit que c'est une petite édition et qu'au final on fait plus de 19 minutes. C'est la spéciale. Plus de 10. Oui. Bref, vous avez compris. Ok, bah là on va pouvoir conclure. Je vais te laisser faire la conclusion, Laurent. Eh bien, merci d'avoir écouté cette édition. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour que plus de gens en profitent si vous avez aimé ces petits sujets qu'on vous a présentés. Aussi, pour ceux qui nous écoutent en rediff, c'est tous les jeudis à 18h sur Discord. C'est posté sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube pour ceux qui veulent la vidéo. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour du coup l'édition 16 d'Epoch Talk. Et je vous souhaite une excellente semaine. Milo? Merci à tous d'avoir été là.